Donc dans le cours sur le climat, la diapo précédente, on avait évoqué, le fait qu'il y ait des synchronisations, des espèces plus ou moins synchronisées et donc éventuellement, que lors d'un changement climatique, une espèce pouvait décaler sa phénologie, donc les dates auxquelles elle fait les événements importants de ton cycle de reproduction et pas l'autre. Et donc il nous faut un exemple concret et pour ça, on va prendre, le cas de la mésange bleue. Parce que comme, tous les oiseaux des pays tempérés, elle a des périodes bien précises de reproduction, de ponte et cetera. Donc la phénologie, c'est mesurer à quelle date elle fait son nid, à quelle date elle s'installe, à quelle date elle pond. Et ce que l'on a remarqué, c'est qu'elle, elle a une phénologie qui est très sensible au réchauffement climatique. Donc elle s'est, décalée et elle se resynchronise, elle, avec les chenilles. Parce qu'en fait, les chenilles se réactivent plus tôt dans la saison. Or, au moment où elle se reproduit, elle est insectivore. Quand en hiver, hein, quand c'est, forcément, elle peut pas se nourrir d'insectes puisque tous les insectes sont cachés. En hiver, elle est granivore, c'est pour ça qu'on peut la nourrir avec des graines. Et puis quand arrive, le printemps, elle change complètement de régime alimentaire et elle va passer dans un régime d'insectes et ça change les choses parce que les graines, c'est riche en huile, mais les insectes sont plutôt riches en protéines et le plumage, en fait, c'est de la kératine, c'est des protéines. Et donc, la constitution des œufs, le développement des petits, dépend énormément de protéines. C'est pour ça que si, vous voulez nourrir des insectes, des mésanges et des oiseaux en général, il faut absolument changer leur, nutrition au moment où elles pondent. Au printemps, il faut aller acheter de la nourriture protéinée. Donc c'est souvent, des boules de graisse dans lesquelles on va rajouter des insectes ou des vers, enfin des choses beaucoup plus protéinées parce que sinon, vous diminuez de façon très substantielle la probabilité de survie des oisillons. Les oisillons qui sont nourris aux graines sont beaucoup plus faibles, ont un plumage qui est, de moins bonne qualité, donc les premiers vols, qui sont généralement grand moment de sélection, leur sont fatals la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça que, souvent dans les recommandations de la LPO, il y a arrêter de les nourrir au printemps, parce que sinon effectivement elles vont continuer à aller se nourrir de graines et que c'est pas du tout adéquat pour les oisillons. Et donc là, la difficulté, c'est que, avec le réchauffement climatique, bah, les insectes sont présents beaucoup plus tôt, en particulier les insectes dont elles se nourrissent habituellement. Ils peuvent très bien avoir terminé leur cycle à la date où normalement elle nourrit les petits. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la mésange, elle se décale et elle a adapté ses périodes de ponte à l'apparition des chenilles dont elle se nourrit préférentiellement. Donc elle s'est vraiment, adaptée et donc ça fait une sélection directionnelle parce qu'en fait, on s'est aperçu que la date des pontes des mésanges a une composante génétique, hein, c'est pas à 100 génétique, mais il y a une composante génétique. Évidemment, celles qui se reproduisent plus tôt, elles peuvent faire 3 couvées au lieu de 2, donc elles vont avoir plus de descendants et elles vont transmettre leurs gènes, ce qui fait que de génération en génération, les mésanges se sont décalées et se reproduisent, beaucoup plus tôt. Et l'effet est beaucoup moins marqué quand on est, dans le sud, du côté du Languedoc, parce que, justement, elles se reproduisaient déjà relativement tôt, donc cet effet est plus marqué au nord de la Loire. Donc là, c'est un exemple de recalage en fait, hein, elle se recale sur les insectes. Maintenant, un exemple de décalage. Un décalage qui va changer des relations interspécifiques de compétition entre 2 oiseaux. Donc il y a la mésange, on change de mésange, c'est la mésange charbonnière, elle est un peu plus grosse que la mésange bleue et un autre oiseau qui est le gobe-mouche noir et ce sont des oiseaux qui cohabitent souvent au même endroit. Donc là, l'étude a été faite en Allemagne où, les 2 oiseaux cohabitent. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils ont à peu près la même niche écologique pour la reproduction et ils apprécient le même type de nichoir. Donc en milieu sauvage, c'est généralement des vieux troncs un peu pourris qu'ils vont creuser et ils vont nicher à l'intérieur des troncs. Donc là, pour faire ces études, on n'a pas laissé, des troncs d'arbres naturels. En fait, c'est des nichoirs qui ont été installés, dans lesquels il y a des caméras pour pouvoir, suivre le fonctionnement de la nidification des mésanges. Donc les mésanges charbonnières, elles restent sur place. Elles font comme les mésanges bleues. La stratégie des mésanges, c'est de récupérer beaucoup de graines à l'automne, de les cacher dans le sol et de les réutiliser pendant, toute la saison. Ce qui fait qu'elles ont, des zones de la mémoire qui gonflent en automne, avec la multiplication des neurones au moment où elles mettent en mémoire et puis au printemps, au contraire, on voit une réduction de leur site de mémoire par mort de neurones. Donc
Ça a été un exemple classique d'étude de la mémoire, les mésanges. Et elles ont des stratégies qui montrent qu'elles ont ce qu'on appelle une théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à savoir ce que l'autre pense. Parce que quand on met une mésange derrière une vitre et qu'il y a une autre mésange, elle cache les graines. Ensuite, on met un rideau noir, elle déplace toutes les graines. Ça veut dire qu'elle est capable de savoir que quand elle est observée, l'endroit où elle a mis les graines est connu d'elle-même et de l'autre. Et si on met que le rideau noir, elle fait pas ça, elle cache les graines et puis c'est tout, elle s'en va, elle les déplace jamais. Donc c'est pas un comportement stéréotypé, c'est seulement quand elle voit un autre oiseau en train de l'observer qu'elle déplace les graines. Donc là, c'est pas cet aspect-là qu'on va étudier. On va étudier la relation entre la mésange qui reste sur place et le gomme-mouche qui est un oiseau migrateur. Et donc la relation est toujours une relation de compétition, même indépendamment des problèmes climatiques. Les mésanges, tant qu'elles sont pas installées dans un nichoir, elles sont assez peu agressives. Par contre, si elles se sont déjà installées et que les gomme-mouches essayent de s'y installer, il se passe ce qu'on voit là, elles les tuent. Donc c'est une relation qui va vraiment dépendre de la date à laquelle les gomme-mouches reviennent. Parce que si les gomme-mouches reviennent avant que les mésanges soient installées, eh bien en fait c'est un petit peu au hasard, hein. Le premier arrivé, ça s'installe dans les nichoirs et on constate pas d'interaction mortelle. Au contraire, si le gomme-mouche arrive après que les mésanges se soient installés, là il y a beaucoup plus d'interaction mortelle. Donc la nature de la compétition change complètement avec la date de retour des gomme-mouches. Et donc ça, c'est la phénologie des gomme-mouches, c'est la date à laquelle ils reviennent. Et donc là, c'est ce qu'ont étudié les chercheurs. Pourquoi il y a des années où les gomme-mouches, on retrouve beaucoup de gomme-mouches morts dans les nids et d'autres années non. Donc ils regardent le nombre d'oiseaux mâles qui reviennent en fonction de la date. Et est-ce qu'à cette période, les mésanges mâles, est-ce qu'elles nichent ou pas? Et donc, si on a les mésanges qui sont déjà installés et les gomme-mouches qui arrivent après, ça, c'est typiquement une année où on va avoir énormément de combats avec des mésanges qui vont tuer des gomme-mouches, puisqu'en fait, elles sont déjà installées au moment où les gomme-mouches reviennent. Et puis, si on est dans cette situation-là, où en fait, les gomme-mouches reviennent au moment où les mésanges s'installent, là, la mortalité est bien plus réduite, hein. Il y aura que les quelques mésanges franchement installés qui feront des interactions agressives, mais pas les autres. Et donc c'est très variable, hein. Il y a des années avec mortalité de gomme-mouche, des années avec quasiment pas de mortalité de gomme-mouche par interaction avec les mésanges. Et donc ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que le réchauffement climatique va augmenter la probabilité des interactions agressives ou pas? Donc pour ça, on a regardé le nombre de jours après le 1er avril, qui est la date limite pour le retour, des gomme-mouches. Et en fonction de la température moyenne pour voir, ce qui se passe. Et puis on regarde, est-ce que les gomme-mouches ont pu s'installer et pondre? Quelle est leur date aussi d'arrivée? Et quelle est la date de ponte des mésanges charbonnières? Pour savoir, hein, ça c'est vraiment de l'étude de la phénologie. Est-ce que le comportement de ces oiseaux change en fonction de la température? Pourquoi ils ont choisi la température, hein? On l'a vu avec l'étude sur la Sibérie, la température est le principal facteur de changement de comportement des animaux. Donc on regarde ça. Donc ce qu'on repère, c'est que la ponte des gobe-mouches, elle est pas très sensible à la température. Donc la phénologie change pas énormément. Donc c'est quelque chose de relativement stable. Par contre, leur date d'arrivée est bien plus sensible à la température. Alors ça, c'est une corrélation très indirecte. Parce que c'est la température en Allemagne où ils arrivent. Bien sûr, c'est pas ça qui a déclenché le comportement. C'est la température de l'endroit où ils étaient quand ils sont partis, hein. Généralement, c'est quand il commence à faire plus froid, dans l'endroit où étaient les gobe-mouches, beaucoup moins d'insectes et c'est généralement, la raréfaction des insectes qui est l'élément déclencheur qui les fait partir. Mais il y a une corrélation, généralement entre ces 2 lieux. Donc on trouve une corrélation, mais un peu faible parce qu'on mesure pas la température du lieu de départ, hein, d'où l'écart qu'il y a autour de ça. Mais ce qu'on voit, c'est que les mésanges, les mésanges charbonnières, elles sont extrêmement sensibles aux variations de température. Et donc, on va avoir un comportement relativement stable des gomme-mouches avec le changement climatique. Eux, ils vont pas tellement changer, alors que la mésange charbonnière, elle s'installe beaucoup plus tôt parce que ça se réchauffe.
Et donc, on va augmenter avec le réchauffement climatique la probabilité que les mésanges soient déjà installés dans leur nid au moment où les gobe-mouches reviennent, et donc elles les tuent. Et donc, ce qu'on s'attend à voir sur ce territoire où il y avait une coexistence des deux populations de gobe-mouches et de mésanges, avec de belles populations, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y aura de moins en moins de gobe-mouches parce que quand ils n'arrivent pas à s'installer et ils sont tués. Donc, on s'attend même à une exclusion de niche, que si ça continue dans le même sens, les mésanges charbonnières finiront par exclure complètement les gobe-mouches de cet endroit. Donc, vous voyez que ça se joue à pas grand-chose en fait, hein. C'est juste la date de ponte des mésanges qui change, et ça va suffire à faire une exclusion de niche. Et donc ça, c'est très difficile à prévoir. Là, on a eu une équipe qui s'est passionnée pour ces oiseaux parce qu'ils avaient déjà mis des nichoirs pour une autre raison et que tout d'un coup, il y a un étudiant qui a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe cette année? Il y a plein de morts». Donc ils se sont intéressés à la question, mais pour la plupart des animaux, on fait pas cette étude-là. Donc en fait, on a beaucoup de mal à prédire l'effet sur la biodiversité du changement climatique. Parce qu'il faut étudier chaque espèce et il faut étudier en plus les interactions entre espèces. Mmh. Donc après cette étude vraiment très, très localisée en Allemagne, ils ont essayé de voir, si c'était un phénomène local ou si c'était un phénomène généralisable, et malheureusement pour les gobe-mouches, c'est très marqué en Allemagne, donc ça a permis de l'identifier, mais ça existe un petit peu partout dans le monde. Donc ça veut dire que les populations de gobe-mouches, a priori, s'il n'y a pas de changement, de comportement, sont amenées à se restreindre à cause de la compétition avec les mésanges charbonnières. Et les populations de mésanges charbonnières, elles ont tendance, elles, au contraire, à s'étendre parce que la plupart, elles sont au moins à cheval entre une ville et une campagne, et donc en fait, elles n'ont pas, la mortalité qu'elles avaient avant l'hiver, parce que l'hiver, elles viennent manger dans les jardins des gens qui les nourrissent et elles se réinstallent après au printemps dans leur site de nidification. Donc les populations de mésanges charbonnières, au contraire, elles ont tendance à se maintenir, voire à s'étoffer, et on s'attend à ce que les populations de gomme-mouches, elles, chutent du fait qu'elles arrivent au moment où les charbonnières sont déjà en place. Ah, la compétition a toujours été avec les gomme-mouches parce que les gomme-mouches s'installent dans les mêmes sites. Donc, on n'a pas de compétition avec d'autres oiseaux qui choisissent, qui n'ont pas la même taille. Donc, par exemple, avec les mésanges bleus, il n'y a pas de compétition parce que les mésanges bleus prennent des sites beaucoup plus petits du fait de la taille. Et donc, c'est parce qu'elles occupent exactement le même type de nichoir. Et donc, ça sert à rien de mettre plus de nichoirs parce que de toute façon, il y aura plus de mésanges charbonnières qui vont s'y installer. Donc, à moins qu'il y ait un jour un changement de comportement des gomme-mouches et qu'ils décalent leur niche écologique en s'installant ailleurs, on est sur une compétition extrême sur le site de nidification. C'est possible qu'il y ait un espèce de retournement de situation et qu'il y ait une adaptation des gomme-mouches qui fait qu'ils survivent quand même comme ça. Ah bah ça, on ne sait jamais parce que les changements de comportement animaux, justement, ça c'est pas dans la génétique. Les changements de comportement, pourquoi pas, mais actuellement, ça a pas l'air. Même les années où la compétition est extrêmement dure, on voit pas que les gobe-mouches essayent de nicher ailleurs. Au contraire, ils restent, ils reviennent, hein, même blessés, ils reviennent au même endroit et continuent des compétitions agressives. Donc, ça a pas l'air. Par contre, on va peut-être sélectionner, des gomme-mouches ailleurs qui ont un autre site de nidification. Mmh. Est-ce qu'il y a des effets négatifs sur le fait que les blancs charbonnières, il y en ait de plus en plus ou pas? Pas particulièrement parce que, ils ont pas tout à fait la même niche écologique en termes d'insectes, mais c'est très varié. Au printemps, en fait, les gomme-mouches comme les mésanges charbonnières mangent tout ce qui leur passe sous le bec, sans spécificité particulière. Donc le fait de remplacer une partie de la population de gomme-mouches par des populations de charbonnières, ça a pas d'effet de prolifération d'un insecte particulier qu'elles délaisseraient, hein. C'est 2 passereaux qui sont vraiment des passereaux généralistes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on remplace une espèce par une autre, c'est que les préférences alimentaires peuvent avoir, des conséquences. Là, pas à ma connaissance. Donc la grande, inconnue, parce qu'en fait on s'est pas assez étudié, c'est quel est l'effet du changement climatique sur la biodiversité. Mais puisqu'on change des interactions qui ont mis très longtemps à s'installer, à coévoluer, et que le changement est brutal, bien sûr, a priori, on s'attend à ce que certaines espèces qui sont très dépendantes d'un partenaire disparaissent parce que simplement leur partenaire se décale
il change de comportement ou il apparaît plus tôt, plus tard dans l'environnement. Donc les relations qui étaient assez étroites, s'il y a un partenaire qui se décale, on s'attend à ce que l'autre espèce diminue en effectif, mais peut-être disparaisse complètement. Donc a priori, on s'attend à ce que le changement climatique ait un effet d'érosion de la biodiversité pour toutes ces interactions qui se décalent, et puis aussi pour toutes les espèces qui ne peuvent pas avoir de changement de phénologie rapide ou qui ne peuvent pas se déplacer rapidement dans le milieu. Donc on a vu que les arbres, c'est particulièrement problématique parce que les arbres mettent souvent 20-30 ans avant de faire des fruits et donc se décalent très très lentement dans l'espace, ce qui ne leur permet pas de décaler leur niche écologique par rapport au changement climatique local. Ça veut dire qu'il y aura une baisse du nombre d'arbres pour les prochaines. Sans intervention de l'ONF, c'est probable. Mais comme nous, les forêts sauvages, il n'y en a quasiment pas. Les forêts sont gérées par l'ONF. Ben, l'ONF a des plans d'anticipation. Où est-ce qu'il faut replanter des arbres? Comment on replante des arbres? Et qu'est-ce qu'on fait justement pour décaler? Notamment, ils surveillent beaucoup les haies. Parce que les grands, on a de très belles haies actuellement qu'on va probablement pas pouvoir conserver, hein. Personne va aller irriguer une haies. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les décaler? Où est-ce qu'on les remet? Et puis, est-ce qu'on va nuire à la biodiversité locale? Parce que on amène des hêtres là où, par préalable, il n'y en avait pas. Or, quand vous mettez des hêtres, vous changez une forêt relativement lumineuse, forêt de chêne, c'est assez lumineux, en une forêt très très sombre. Donc, en fait, c'est toutes les plantes de sous-bois qui disparaissent. Et donc, forcément, la faune qui va avec. Donc, c'est aussi délicat, hein. Est-ce que pour protéger le hêtre, on va pas mettre en exclure finalement de leur espace d'autres types de niches. Donc c'est pas si simple. Mais on a des hêtraies d'importance patrimoniale. Je sais pas si vous avez vu des photos de ça, les hêtres tortueux qui font des branches qui tournent. C'est une mutation spontanée qui est apparue. Ces hêtres-là, faut les protéger parce qu'en fait, c'est du patrimoine, c'est des arbres remarquables. Mais il va falloir les déplacer ailleurs parce que là où ils sont, en 2050, la quantité d'eau va déjà commencer à être limite. Donc les jeunes êtres ne vont pas pouvoir se réinstaller probablement. Et en 2100, pour les adultes, ça risque d'être compliqué aussi. Donc là, il va falloir les protéger ailleurs. Et donc ça, c'est toute une réflexion de l'ONF. Mais là où le problème va vraiment se poser, c'est les forêts de particuliers. Parce que les particuliers, ils pensent pas du tout. Actuellement, ils ont une forêt de chêne, elle se replante. Bon, voilà, ils pensent pas à autre chose, quoi. Et donc ils voient pas que forcément leur écosystème va changer et que le chêne pourra peut-être pas rester à cet endroit-là, que ce sera peut-être du pin sylvestre qui va s'implanter. Et les particuliers, ils n'ont pas de plan d'adaptation au changement climatique. Et en France, il y a beaucoup de toutes petites forêts de particuliers. Donc, pour le fonctionnement des écosystèmes, vous voyez qu'un écosystème, il est soumis à 2 problèmes. D'un côté, le changement climatique en lui-même, qui fait que les espèces qui sont là, sont plus forcément complètement adaptées. Et en plus, le fait qu'à l'intérieur de l'écosystème, le fonctionnement de l'écosystème, c'est les relations entre les espèces. Et que les relations entre les espèces peuvent aussi se décaler. Et donc, on a à la fois un problème de changement climatique et un problème d'érosion, en fait, de la biodiversité. On s'attend à une réduction de la biodiversité. Donc ça a des effets très variables selon les écosystèmes. Si vous avez des écosystèmes qui ont des réseaux trophiques très redondants, il y a beaucoup de liens entre les différents groupes écologiques. Bah, s'il y a un lien qui est rompu, bah, c'est pas grave puisqu'il y a d'autres liens en parallèle. Tant que le réseau trophique est complexe, hein, donc la complexité, c'est ce niveau de redondance dans le réseau trophique, bah, ça change pas, on garde le même type de réseau trophique parce qu'il y a de la redondance. Mais si on est sur un réseau trophique où il y a des secteurs, où il y a des nœuds, où il y a très très peu de redondance, à ce moment-là, quand vous faites disparaître quelques espèces d'un groupe, bah, vous faites peut-être disparaître le lien qu'il y a entre des groupes. Et si vous changez le réseau trophique, par définition, vous changez l'écosystème. Le fonctionnement d'un écosystème, c'est le fonctionnement de son réseau trophique. Parce que c'est le réseau trophique qui fait circuler la matière et l'énergie dans un écosystème. Donc dès qu'on change de façon importante le réseau trophique, en fait, on change l'écosystème. Et donc, ça va devenir un autre écosystème. Faut pas croire les collapsologues qui disent les écosystèmes vont s'effondrer et disparaître. Un écosystème, en tant que tel, ça disparaît, mais parce que ça se transforme en un autre écosystème. Donc, ça devient un nouvel écosystème qui fonctionne différemment. Et donc, une espèce clé de voûte, c'est pas une espèce super importante qui fait des tas de trucs. Ça s'appelle une espèce architecte.
Une espèce clé de voûte, c'est généralement quand vous avez un réseau trophique assez redondant, c'est celle qui est au cœur du secteur qui n'est pas redondant. Il y a très peu de liens avec elle. Donc ça veut dire que si elle disparaît, on a tout un secteur du réseau trophique qui disparaît. Et c'est pour ça qu'elle est clé de voûte. Parce que si elle disparaît, on a tout un domaine dans ce réseau trophique qui disparaît. Et donc le réseau trophique devient différent. Et s'il devient différent, c'est un autre écosystème. Donc, comment repérer une espèce clé de voûte? Il faut réussir à tracer le réseau trophique et voir l'endroit où il y a le moins de liens. Et c'est celle qui est au cœur de l'endroit où il y a le moins de liens. Ce qui fait que souvent, elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas kawaii, et donc c'est très difficile de la défendre parce que c'est un petit insecte. Et donc vous dites sauvez donc le petit insecte de la forêt de machin, mais tout le monde s'en fiche. Tandis que si on dit sauvez le cerf, le castor, le machin, là, tout de suite ça a un petit peu plus de poids. Mais souvent c'est pas du tout ça, hein. Souvent c'est un petit insecte du sol, mais qui fait des choses essentielles. La clé de voûte d'une prairie est en réalité le bousier. C'est pas la vache, hein, c'est le bousier. En Australie, on a emmené les vaches et on a stérilisé toutes les prairies parce qu'on n'a pas emmené les bousiers. Donc c'est le bousier qui est l'espèce clé de voûte de la vraie espèce clé de voûte de la prairie. Et pour refaire des prairies où il y a vraiment un cycle du carbone et de l'azote, on a été obligé de ramener le bousier. Alors que cette prairie, elle fonctionnait très bien avant sans vache. Donc c'est pas la vache, la vraie espèce clé de voûte d'une prairie, c'est le bousier. Mais si on dit sauver les bousiers, évidemment, ça va pas faire une campagne qui va récolter beaucoup de fonds. Mmh. Et là, les espèces clés de voûte, c'est justement des espèces qui, dans des réseaux trophiques, ont très peu de connexion. Ben oui, parce que ça, c'est le point de fragilité de l'écosystème. Vous avez un écosystème qui fonctionne d'une certaine manière, vous enlevez une espèce, si vous avez les mêmes liens en parallèle, alors il ne se passe rien. Mais si vous enlevez celle où il n'y a pas de lien en parallèle, cette partie du fonctionnement de l'écosystème disparaît complètement. Et donc forcément, ça devient un autre écosystème. Donc dans les capacités de résilience d'un écosystème, il y a l'adaptation des espèces, mais on l'a vu dans le cours sur la sélection directionnelle. La sélection directionnelle, c'est quelque chose de lent, puisque c'est une reproduction différentielle. Les espèces qui se reproduisent vite vont pouvoir évoluer assez rapidement. Une arabette qui peut faire 3 ou 4 cycles de reproduction par an, évidemment qu'on peut voir très rapidement une fluctuation des fréquences d'allèles. Un chêne qui a besoin de 20 ans pour se reproduire, forcément a une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus lente. Donc on voit que les espèces fragiles vis-à-vis du changement climatique, ce sont les espèces K. Parce que les espèces K, elles mettent longtemps avant de se développer, longtemps avant de se reproduire. Donc forcément, leur fréquence allélique change lentement dans les populations. Donc c'est pas étonnant sur la liste des espèces en voie de disparition, vous regarderez, ce sont tous des espèces K, et plus elles sont K, plus elles sont en danger. Un gros ours est forcément beaucoup plus en danger qu'un petit rongeur. C'est simplement le temps de reproduction qui fait ça. Et comme aujourd'hui on a un changement climatique rapide, évidemment les espèces K ont beaucoup moins de probabilité de pouvoir s'adapter. Et puis après, la question est aussi, est-ce que la phénologie de cette espèce est soumise à la sélection adaptative ou pas? Pas forcément. Si vous n'avez pas d'allèle qui soit susceptible de faire fleurir plus tôt, plus tard, ou de faire un changement de comportement sur les pontes, faire des pontes plus tôt ou plus tard, ça ne fera pas l'objet d'une sélection. Et s'il y a, quand bien même le phénomène serait sous sélection génétique, mais dans cette population-là, il n'y a pas plusieurs allèles, donc il n'y a rien à trier, il n'y aura pas non plus d'adaptation. Donc les toutes petites populations, leur problème, c'est pas que le phénomène n'est pas sous contrôle génétique, leur problème, c'est que généralement, il n'y a pas d'allèles différents permettant de trier. Et comme ils apparaissent très lentement par mutation, le temps qu'on ait des allèles permettant de fleurir plus tôt, plus tard, ça arrive beaucoup trop tard par rapport au changement climatique. Donc pour beaucoup, l'adaptation, c'est plutôt de l'accommodation, c'est-à-dire un changement d'expression génétique, plutôt que de la sélection naturelle, qui pour les espèces K est beaucoup trop lente. Donc les espèces R, elles peuvent avoir une sélection naturelle qui les adapte au changement climatique, mais les espèces K, non. Pourquoi les espèces K disparaissent pas toutes? C'est parce que les espèces K, en tout cas pour les plantes, ont beaucoup de phénomènes d'accommodation, changement du phénotype, et pour les animaux, beaucoup de changements de comportement. Mais donc tout ça n'est pas génétique.
Donc, ce qu'on vous demande sur ce cours sur le climat, ça va être de le relier au cours sur le cycle du carbone, puisqu'on a vu que les gaz à effet de serre, c'est du CO2, c'est du méthane, c'est des gaz carbonés. Et puis, à partir du moment où on a fait de l'agriculture intensive, c'est du N2O qui est un gaz azoté. Donc, forcément, il y a un lien entre le climat et le cycle du carbone, très fort, et un petit peu moins avec le cycle de l'azote. On vous demande de connaître les mécanismes qui sont à l'origine des glaciations. Donc, montrer qu'il y a une diversité de mécanismes possibles et que l'intensité de la glaciation dépend du type de mécanisme qui est en place. Hein, en gros, quand c'est des toutes petites variations, c'est des paramètres orbitaux, amplifiés par l'albédo et par les gaz à effet de serre. Quand on est sur des variations un petit peu plus importantes, ça peut être le fer qui arrive dans les océans et puis simplement changer c'est la biomasse des océans. Et la biomasse des océans étant faible, les variations sont faibles. Quand vous parlez d'adaptation, au sens strict, hein, du point de vue évolutif, l'adaptation, c'est génétique. C'est l'adaptation qui est issue de la sélection directionnelle. Ça, c'est l'adaptation au sens strict. Adaptation au sens large, ça inclut l'accommodation, c'est-à-dire le changement d'expression génétique. Donc, je parle d'adaptation au sens strict. Quand on a des variations un petit peu plus importantes encore, ce sont généralement encore des variations biologiques, mais terrestres. Pourquoi? Parce que la biomasse de l'océan est beaucoup plus faible que la biomasse terrestre. Donc même quand on est à une époque de petite biomasse, avec juste des forêts de fougères, il y a quand même beaucoup plus de biomasse terrestre qu'il n'y a de biomasse aquatique. Donc on peut faire des variations encore plus importantes. Et les variations les plus importantes de toutes, c'est quand on touche au gros réservoir. Ce gros réservoir, c'est les roches. Donc en fait, la taille du réservoir de carbone détermine l'amplitude des variations climatiques. Et ça, on va le revoir en voyant le cycle du carbone, parce qu'on va travailler sur chacun des réservoirs, sur la taille de chacun des réservoirs. Et donc, vous pourrez faire une corrélation entre la quantité de carbone qui est piégée sous une forme et l'influence de cette forme sur le climat. Faut que vous connaissiez aussi le moment où se situent ces différentes périodes, hein, arriver à les placer correctement dans le temps, que ce soit le nom de la période ou le nombre de millions d'années. Et puis, il faut pouvoir les réexpliquer. Pouvoir utiliser, faire aussi des exercices. Donc, il y a des exercices avec le delta O18. C'est clairement du climat. Le delta C13, on se méfie, c'est de la biomasse et la biomasse n'évolue pas qu'avec le climat, donc plus difficile à interpréter. Les pollens, vous avez vu, les pollens, c'est pas compliqué, hein. Vous tracez une limite entre herbacées et feuilles caduques, arbres à feuilles caduques. C'est vraiment extrêmement simple. Et puis sur les cartes, pouvoir retrouver tous les indices de glaciation, que vous soyez en géographie ou en géologie. Alors, il y a des sujets d'oraux publiés dans le rapport du jury sur l'effet du changement climatique sur la biodiversité. Je vous incite à ne pas le prendre parce qu'on n'a pas grand-chose et vous n'auriez pas grand-chose à dire. Heureusement pour vous, vous avez toujours le choix entre deux sujets au concours. Donc, ne faites pas d'impasse pour pouvoir prendre l'autre sujet. Je ne sais pas si ça a vraiment été donné, mais c'est dans le rapport en tout cas. Le rapport, c'est les sujets potentiels, pas forcément les sujets qui ont été donnés aux candidats. Je soupçonne qu'ils le mettent pour qu'on ne saute pas cette partie du programme. Je suis pas sûre qu'ils l'aient donné aux candidats.